Merci beaucoup à tous les trois d'être ici avec nous. Je garde un œil sur le chat, bien sûr, pour ceux qui nous suivent en streaming. N'hésitez pas à laisser vos commentaires. Je vais vous présenter tous. Je voudrais commencer d'abord par excuser Marina Alrubae qui devait être avec nous pour témoigner également. Elle est l'autrice de ce livre que vous voyez à l'écran. Il était une voix, l'histoire d'une petite fille dans un monde sans bruit. Elle devait témoigner, puis elle est malade. Elle n'a pas pu prendre son train ce matin à Paris. Donc, je voudrais l'excuser, bien sûr, en son nom tout de suite. Marina, vous la connaissez peut-être, certains d'entre vous. Hein. Elle a été co-autrice du livre, qui est un livre un peu sous forme de guide, Les aidants pour les nuls. C'était en 2017, je crois. Donc, merci beaucoup. Pardon ? Et c'est la vice-présidente, bien sûr, pardon d'avoir oublié. Elle est vice-présidente de l'association La Pause Brindille, engagée également pour les jeunes aidants. Alors, à ma gauche, Sophie, qui sert, voilà, aidante, donc, qui sert à boire à tout le monde. Humoriste. Vous allez pouvoir la découvrir tout à l'heure pour ceux qui sont à Lyon avec nous aujourd'hui. Sophie, tu as fait d'une difficulté une force finalement avec ce spectacle Alzheimer dans lequel tu parles de ta vie auprès de ta maman qui avait une maladie apparentée à Alzheimer, une forme précoce d'ailleurs d'Alzheimer puisqu'elle est tombée malade à 49 ans. 49 ans. Toi, tu avais 16 ans. 16 ans. Tu as été son aidante à la maison, puis à distance. Tu vas nous en parler, bien sûr, puisqu'il a fallu partir pour faire ta vie, comme beaucoup de jeunes, quitter la maison pour aller faire ta formation, notamment ici à Lyon, de comédienne et d'humoriste. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Merci Marie. À ta gauche, Léa Hirschfeld. Merci beaucoup Léa d'être présente à Lyon aujourd'hui. Tu as créé le podcast Décalé que nous voyons. Si vous ne le connaissez pas, je vous invite vraiment à aller sur votre plateforme de podcast habituelle pour aller écouter ces podcasts autour du handicap, autour de l'aidance et de la maladie. La saison 1 était consacrée aux fratries. Ce sont des numéros à chaque fois très intéressants. On y retrouve notamment le témoignage de Gringe, pour ceux qui connaissent ce musicien, et de Florent, j'arrivais justement, et de Florent qui a témoigné également. On va entendre tout son parcours aujourd'hui. Tu as un frère, toi, Anton, qui est plus grand que toi, de 2 ans, qui est atteint de troubles neurologiques. Et votre histoire, tu vas nous la raconter un peu. On n'aura pas le temps de tout dire, mais c'est celle d'une relation compliquée, avec beaucoup d'incompréhension, mais beaucoup d'amour aussi, bien sûr. Tu l'as racontée en 2020, tu nous le diras, et c'est un peu aussi pour cela que tu témoignes aujourd'hui. Florent. Bonjour Florent, merci beaucoup d'être là. Tu es l'auteur, toi, de ce livre, Mon frère est un extraterrestre, le voici, ici. Vous le voyez également affiché à l'écran, aux éditions L'Iconoclaste, livre dans lequel tu racontes ton enfance aux côtés de ton frère Samuel, qui est atteint d'autisme. Il est plus grand que toi. Il a 3 ans de plus. C'est important de le dire aussi, hein, parce qu'il est né... Quand tu es né, il était déjà là. Voilà, c'est un peu, tu es rentré dans la vie aussi dans cette situation-là de famille. Tu le présentes comme ton frère jumeau. Et tu poses quand même la question quelle est ma place de frère. Donc c'est très intéressant. Je vous conseille de le lire également. Vous avez pu porter votre témoignage auprès du président de la République suite à ce livre. Donc bravo. Je voudrais aussi signaler que ta maman est sourde, un handicap aussi à gérer pour toi en tant que fils. Et tu as écrit d'ailleurs, tu es auteur d'un livre pour enfants aux éditions Les Arènes qui s'appelle Piou et sa maman, dans lequel tu racontes la relation d'un éléphanto avec sa maman, éléphant sourde. J'ai tout dit ? Hein, c'était important quand même de signaler tout ça aujourd'hui. On entendra tout à l'heure, dans quelques instants, l'interview en vidéo de Véro Kratzborn, qui est la réalisatrice du film La forêt de mon père, réalisatrice et scénariste de ce film qui est sorti en 2020. Donc vous avez peut-être vu, dans lequel elle raconte l'histoire d'une famille qui est confrontée à la maladie psychique du papa. Avec des crises psychotiques, avec des comportements assez imprévisibles, mais beaucoup d'amour quand même. C'est un film qui est au programme des écoles primaires en Belgique.
Ça aussi, ça peut nous faire réfléchir, je pense. C'est des exemples à suivre. Et c'est une histoire qui est inspirée de sa propre adolescence à elle, à Véro Kratzborn. Donc, on la verra tout à l'heure et on l'entendra. J'ai eu grand plaisir à la rencontrer. Première question que je voudrais vous poser, maintenant j'ai tout dit, c'est à vous de parler. Prenez votre micro, vérifiez s'il fonctionne bien. D'abord, puisque vous avez tous témoigné d'une façon ou d'une autre, Florent avec ce livre, Sophie avec ton spectacle Alzheimer et Léa avec la création et le podcast décalé, quand et pourquoi est venue cette idée ou cette envie, ce besoin de raconter votre vie de jeune aidant? Est-ce que Florent, tu veux commencer? Tu veux te lancer dans cette question? Oui, moi je travaillais en maternelle, j'étais animateur en centre de loisirs et on passait beaucoup de temps à lire des histoires aux enfants, avec les enfants. Et à force de lire des histoires aux petits, voilà, et a grandi en moi le désir de partager des histoires avec des personnages un petit peu différents. C'était un thème qui était assez peu abordé dans les histoires voilà, qu'on découvrait ensemble. Et du coup, au moment où j'ai commencé à vouloir écrire moi-même des histoires pour les petits, eh ben, je me suis lancé dans ce qui était le plus important, en tout cas à mes yeux, dans ma propre enfance, c'était la relation que j'avais pu avoir avec ma mère et avec la surdité de ma mère. Et du coup, je me suis lancé dans une histoire avec des éléphants, mais qui parle vraiment de la difficulté d'accepter le handicap d'un proche. Et donc là, en l'occurrence, c'est un petit éléphant qui ne supporte pas les oreilles collées de sa maman et qui du coup se met en colère et qui veut changer de maman. Voilà. Et moi, c'était vraiment une façon d'aborder pour les enfants ce thème du handicap et de la différence et de parler avec eux aussi des émotions qui peuvent voilà, nous habiter quand on a un proche malade ou handicapé, y compris des émotions qui sont parfois dures, mais les enfants voilà, sont assez grands pour en parler. Tu as senti que c'était le moment? Ce que je veux dire, c'est que est-ce que tu penses que tu aurais pu en parler, écrire, comme tu l'as fait sur la relation avec ton frère, avant, plus tôt? Est-ce qu'il a fallu passer des étapes de ta vie d'adulte pour pouvoir prendre la parole? Ouais, j'avais besoin de temps. Je suis plutôt assez lent de manière générale. J'avais besoin de temps. J'aurais pas pu écrire comme ça sur quelque chose de personnel trop tôt. Je vais poser la même question, Léa. Raconte-nous un petit peu ce déclic que tu as eu pour parler de toi, parler de ton histoire et puis faire parler les autres jeunes aidants. Il y a eu un vrai déclic pendant le Covid, mais il y avait eu une tentative avant. Quand j'étais en école de théâtre, j'avais écrit une carte blanche, j'avais écrit une pièce, grosso modo, sur le handicap, sur l'histoire d'une sœur qui part loin, c'était inspiré un peu de ma vie, mais j'avais quand même pas mal romancé le truc. Et voilà, donc c'était l'histoire de quelqu'un qui partait loin et qui disait à tout le monde que son frère était mort. Or, il n'était pas mort, il était dans un hôpital. Ça avait été très mal compris par le public, ça avait été assez dur parce que je pense que c'était une première prise de parole, j'avais 21 ans et que j'ai peut-être crié un peu trop fort. J'ai dit vraiment un petit peu, j'ai rassemblé tout un tas de sujets qui me paraissaient, et je pense qu'ils l'étaient, pertinents, mais c'était peut-être un petit peu trop tôt, et c'est là que je me suis rendu compte qu'il fallait en fait trouver un moyen de passer des messages violents, parfois forts, intenses, avec douceur. Et donc, des années sont passées. Je pense qu'il y a vraiment aussi, comme Florent, un besoin de maturité, d'eau qui coule sous les ponts et de se construire aussi seul, loin du handicap, peut-être loin de la famille. Et pendant le Covid, donc moi, j'étais quand même... je vivais loin de ma famille depuis mes 17 ans, donc, et là j'en avais 25, donc voilà, il y avait eu assez de distance et j'ai décidé de me confiner chez mes parents avec mon frère. Et le fait de revivre un quotidien ensemble qui avait été assez insupportable pour moi à l'adolescence a été une espèce de déflagration en fait, parce que je savais juste pas qu'il était possible d'avoir un quotidien
joyeux, en fait. Et même pas forcément joyeux, mais je savais pas que c'était possible que ce soit apaisé. Je savais pas que c'était possible que je pleure plus. Je savais pas que c'était possible que ce soit pas insupportable. Et donc, tout d'un coup, voilà. Donc, j'ai eu un besoin d'écrire. J'écrivais déjà. Et un peu comme pas mal de gens, j'ai pris les réseaux sociaux comme exutoire et je me suis un peu adressée au monde, quoi. Et j'ai raconté ce retour à la maison, qui a été bien reçu, celui-là. C'est un texte qui a été repris par le Huffington Post, qui est en France et au Canada, par un webzine en anglais. Donc ça a été une espèce de boule de neige comme ça qui m'a permis d'être contactée en fait par des personnes qui avaient lu le texte. Et tout d'un coup, je me suis retrouvée avec des milliers de messages. Donc c'était un truc, enfin c'est vraiment un truc de dingue, quoi, parce que on était isolés, on voyait personne. Et de toutes ces conversations, je me suis rendu compte de la solitude en fait qu'il y avait en commun. Et c'était, tout le monde disait un peu l'indicible, quoi. Tout le monde, la plupart avaient, enfin, je pense vraiment 99% des gens avaient cette conversation pour la première fois. Et là, je me suis dit bon, mais il faut que d'autres les entendent, quoi. Il faut la conversation, c'est un peu c'est la base, quoi. Il faut que ça commence par sortir quelque part, et on trouvera des solutions après. Et on trouve d'ailleurs des solutions dans les histoires des uns et des autres. Et donc voilà, j'ai commencé d'abord par un projet d'écriture, et puis je me suis dit mais personne n'ira jamais mon projet d'écriture sur Instagram. Et je suis allée, voilà, j'ai creusé et j'ai eu l'idée du podcast qui est né et qui s'appelle Décalé et qui est maintenant sur les ondes depuis 2021. Donc, Et tu as été d'ailleurs, tu es lauréate de la Villa Albertine, il faut quand même le signaler, qui a une sorte de reconnaissance, hein, une belle reconnaissance pour les acteurs culturels aux États-Unis. Tu es partie en tournée là aux États-Unis pour aller questionner aussi les jeunes aidants là-bas. je suis allée enregistrer, ouais. Enregistrer J'ai fait une résidence de presque 4 mois en itinérance aux États-Unis, donc j'ai pu discuter avec d'autres parents, d'autres frères et sœurs, d'autres personnes concernées, des personnes qui sont à l'initiative de projets aussi là-bas, des chercheurs, des urbanistes. Donc c'était vraiment super, super intéressant. Il y a des problèmes qui sont vraiment transatlantiques. Je pense que ça va même plus loin que ça. Et qui sont vraiment de l'ordre du regard. Je pense que fondamentalement, c'est le regard qu'on porte sur le handicap qui est empêché, entravé, négatif depuis l'âge 0 jusqu'à... Donc il y a vraiment un problème de prise en charge dès le début. Il y a un problème de lieu, de vie, de répit. Il y a un problème de soutien physique, moral, financier. Enfin voilà, donc j'ai pu vraiment observer et discuter. Et bientôt, le podcast sera en anglais. Donc eh bien, on va suivre ça, bien entendu. Sophie, je fais le tour de table. Tu sais, Léa, je vois que tu es carrément sous le... Hein, vous la voyez un peu, l'éclairage voilà, avance-toi un petit peu, parce qu'au moins... voilà, c'est parfait, merci beaucoup. Sophie, même question que posée aux deux autres. Quand et pourquoi est venue cette idée de ce spectacle Alzheimer? On va voir d'ailleurs les dates. Tu es en tournée dans toute la France, avec, je crois, Paris, là, en octobre, novembre, décembre, chouette, la Divine Comédie, et puis tu reviens à Lyon, hein, je crois, en fin d'année. En fin d'année, oui, au mois de décembre, Villeurbanne. à Villeurbanne, Théâtre de l'Astrée, et au Complexe du Rire au mois de mars. Super. Alors, dis-nous un peu, comment est venue cette idée, pourquoi l'envie de raconter cette histoire qui est la tienne? Je rejoins un petit peu mes camarades, hein, mes compagnons de bataille, j'ai envie de dire. Pareil, je me suis sentie très... C'est sorti d'une solitude. C'est un cri de désespoir, je crois, que j'ai poussé en écrivant ce spectacle. Parce qu'en premier lieu, j'en ai moi aussi écrit un à 21 ans. Une pièce un peu plus dramatique, bien chargée. On est vraiment dans l'Alzheimer pur, quelque chose d'onirique, avec un visage représenté avec un jardin, les lumières qui s'éteignent au fur et à mesure. Et clairement, le spectacle n'a pas marché parce que les programmateurs me disaient les gens ne veulent pas voir ça. En gros, on ferme les yeux, on se met des œillères, ça existe, mais on ne veut pas voir ça. Que ce soit dans n'importe quelle ville, à Lyon. Pourtant, moi, j'ai grandi à Perpignan, dans le sud de la France, donc forcément, ces maladies neurodégénératives, l'Alzheimer, ça n'existe pas à 50 ans. Ma mère, elle l'a eu à 49, donc ma mère était folle, dépressive. Et puis, comme elle ne m'avait pas posé les mots, ça n'existait pas, en fait. Et donc, il y a eu un besoin d'utiliser mon média artistique parce que
moi, quand j'ai grandi avec la musique, avec le théâtre, le cinéma, et je développais toujours mon évolution professionnelle et personnelle à travers l'art. Et je me suis dit, je vais faire la même chose. Et le média qui était le plus en vogue, c'était l'humour. Et moi, d'un côté, l'humour, ça me permettait aussi une petite pause de répit à travers ces heures sombres. Et je me suis dit, allez, je vais utiliser ce média-là, cette case-là, pour en parler à un plus grand nombre, parce que je pense qu'on n'est pas des cas isolés. Malheureusement, on est nombreux à ne pas parler. Là, quand j'ai vu les dates tout à l'heure évoquées par Diane et Cédric, j'étais horrifiée au niveau des dates, parce que moi, ça ne correspondait pas du tout. Moi, quand ça a commencé en 2010, il n'y avait rien du tout. Et j'ai lancé, on s'est tous lancés en même temps, en fait, avec les aides vers 2017, 2018, 2020. Mais avant, il n'y avait rien. On ne parlait vraiment pas. Donc là, je suis contente d'être un peu dans cette mouvance de paroles libérées. Et si justement, on peut se regrouper ensemble pour ce moment de répit et être avec des personnes qui parlent de ce sujet. Moi, depuis tout à l'heure, j'ai l'impression qu'on parle de la même chose. On a une parole vraiment commune. Et ça m'était jamais arrivé. Et donc, ça fait vraiment, vraiment du bien. Et j'espère pouvoir créer ça dans mon spectacle. Et qu'est-ce que tu attendais quand tu as écrit ce spectacle? Qu'est-ce que tu attendais pour toi, peut-être, ou pour les autres? Alors, égoïstement, je pense qu'il y avait un besoin de diffuser la parole et d'inciter les autres à parler. Mais égoïstement, je pense qu'il y avait aussi un besoin de reconnaissance. J'avais besoin de me mettre là, sous le projecteur, et qu'on me dise, voilà ce que je suis en train de vivre, voilà ce qui existe. Tu vas nous parler de ta vie et de tout ce parcours avec Alzheimer dans un instant. Savoir que tu es fille unique. Famille monoparentale. En famille monoparentale. Donc, avec une famille démissionnaire. Voilà, en plus, donc on va évidemment détailler ça. Avant ça, je voudrais quand même, il y a une question qu'on se pose, parce que dans tous vos récits, vous n'impliquez pas que vous impliquez aussi forcément votre aidé. Comment on fait pour raconter son histoire sans être impudique? Est-ce que ça faisait partie aussi des freins, peut-être, que vous auriez pu rencontrer? Florent. Je pense que ce qui est premier pour nous tous, c'est la dignité. Est-ce que la dignité de notre proche est respectée ou pas? Est-ce que ce qu'on va partager dans notre création, dans notre spectacle, dans notre podcast? On voit les photos, hein, c'est avec ton frère, c'est les photos qui sont disponibles dans le livre. Hein. Ouais. Et est-ce que c'est voilà, est-ce que sa dignité va être respectée ou pas? Moi, je sais, quand j'ai écrit le bouquin sur Samuel, et moi, à chaque fois que je commençais à raconter un nouvel épisode de notre vie, je me demandais comment est-ce que Sam réagirait, et est-ce que il serait comment il serait en entendant ça. Et quand on arrivait au bout du manuscrit, la première personne à qui je l'ai lu en entier, c'est lui, c'est Sam. Et donc on s'est mis tous les deux dans sa chambre, et je lui ai lu par petits bouts l'ensemble du texte, pour voir comment il réagissait, pour voir s'il y avait des trucs qui le gênaient, qui le choquaient, ou au contraire qui lui faisaient plaisir. Et pour moi, c'était vraiment le critère numéro 1. Et j'ai essayé de respecter ça dans le livre, qui dévoile quand même pas mal de choses qui sont aussi de l'ordre des fragilités, des faiblesses, et il faut en parler. Mais j'espère avoir été bien respectueux de notre histoire. D'ailleurs, est-ce que ta démarche, c'était pour parler de lui, puisque le titre, hein, je le rappelle, hein, c'est « Mon frère est un extraterrestre ». Est-ce que tu avais l'intention de parler de lui ou de parler de toi en tant que jeune aidant, en tant que frère? Les deux. Hein. L'idée, c'était de pouvoir parler justement de ce que vivent notamment les jeunes aidants, et plus particulièrement les frères et sœurs. On a beaucoup de témoignages de parents par rapport au handicap, quelques témoignages de conjoints aussi. Mais quand j'ai commencé à me lancer dans ce projet-là, il n'y avait pas encore énormément de choses sur les frères et sœurs. Tu as parlé de Gringe tout à l'heure, il y a son livre, il y a eu le livre S'adapter aussi, qui a eu beaucoup de succès depuis. Mais à l'époque, il n'y avait pas grand-chose. Et du coup, j'avais envie aussi de raconter ce que ça peut être de grandir avec une personne différente dans sa famille, et de se construire avec un frère autiste. Léa, même question pour toi. Est-ce que tu as eu besoin que tes parents, ton frère, adoubent un peu cette prise de parole? Ce que je disais au début du podcast, c'est que le fait que mon frère ne comprenne pas du tout ce que je fais m'a permis de le faire.
c'est pas du tout dans son champ de compréhension. J'ai essayé de lui en parler, j'ai essayé de... Voilà, ça l'intéresse pas non plus, outre mesure, et c'est pas grave du tout. Mais donc, je pense que ça m'a protégée. Mes parents, je leur ai fait lire le texte, par exemple, que j'ai écrit avant de le poster. J'ai très tôt été assez frontale avec mes parents. Personne ne parlait trop de ce qui se passait à la maison, mais moi, j'étais une ado assez en colère. Et donc, je ne les ai pas trop épargnés à la maison et j'ai un peu forcé le dialogue. Donc, ce n'était pas forcément super quand j'étais ado. Et puis, en fait, voilà, ils me disaient que je ne les respectais pas, que l'autorité, que machin, qu'ils n'étaient pas mes potes. Et que, bon, je suis d'accord. Mais en même temps, je pense que j'avais naturellement ce besoin de dire wow, il faut qu'on parle de ce qui se passe là parce que moi, je ne vais pas bien. Donc, j'ai eu peut-être ce réflexe-là, quoi, qui est un peu de l'ordre de la survie. Et donc voilà, j'ai pas beaucoup parlé de ma famille. Moi, je donne la parole aux gens, mais pour l'instant, je suis bien planquée, donc c'est bien. J'ai l'occasion de le faire à des tables rondes comme celle-ci, et il y a eu pas mal d'interviews avec le podcast, mais c'est sûr que c'est assez difficile de parler de nous et de parler de moi aussi, parce que voilà, j'ai pas envie de prendre la parole pour mon frère. J'ai pas envie de prendre la parole pour mes parents. J'ai aussi envie de ce que tu disais tout à l'heure, de raconter ce que ça m'a fait moi. Donc c'est une démarche artistique en fait. C'est une démarche de création, c'est une démarche d'émancipation, c'est une démarche de partage. Et même lien avec Florent que le fait de mettre un petit peu en avant les frères et sœurs, parce que ça nous impacte vraiment autrement, quoi, et de grandir avec ça, d'être les plus jeunes, par exemple, d'avoir un grand frère qui du coup n'est pas notre modèle, qu'on dépasse. Qu'est-ce que ça fait de passer des étapes de vie que notre frère ne passera jamais? Ça fait beaucoup de choses. Donc, voilà. C'est vrai que cette pudeur, peut-être qu'elle explique aussi le fait que les jeunes ont du mal à parler pendant leur adolescence, la jeunesse et l'adolescence aussi. Sophie, est-ce que dans ton spectacle, tu as dû mettre un peu de pudeur malgré l'humour? Alors au début, je pense qu'il y en avait beaucoup, ce qui a mis beaucoup de barrières par rapport à l'humour, parce que pour moi, l'humour se base sur beaucoup de vérité et d'authenticité. On rit des choses quand c'est sincère, et quand on commence à transfigurer les choses ou à trop inventer, au bout d'un moment, ça parle moins. Alors que si on va dans le cœur des choses et qu'on met vraiment les mains dans le cambouis, qu'on va vraiment dans l'obscurité, là, c'est beaucoup plus parlant, et on se dit pas. Et justement, si le comédien il se met pas de barrière lui-même et qu'il ose, là, on déclenche quelque chose chez les gens, en fait. C'est pour ceux qui vont en rester, vous verrez dans le spectacle qu'il y a des passages assez crus où on y va. Et par rapport à l'idée de dignité dont on parlait tout à l'heure, c'est vrai, et je pense que c'est pour ça que j'ai pas osé y aller à fond au début, mais je pense que quelque part, ma mère, que j'estime être quelqu'un d'assez fort sur un point de vue énergétique, je pense elle se prête bien au jeu d'être dans ce chemin initiatique qu'est le spectacle, qu'est cette diffusion, et de se dire allez, ok, je veux bien être le cobaye et présenter au monde ce que c'est d'avoir Alzheimer de manière précoce, et j'accepte ça. En tout cas, je sens que ce pacte, on se l'est passé sans se le dire, et j'ai sa validation. Justement, est-ce que tu peux, parlons de ce quotidien que vous avez vécu et dont vous parlez aujourd'hui un peu. J'aimerais que vous nous en disiez un peu plus, Sophie. Bon, tu étais grande déjà quand ta maman est tombée malade, 16 ans, un syndrome qui s'appelle le syndrome de Benson, qui est apparenté à... Spoil pas trop le spectacle. Je vais essayer. Quel était ton quotidien? Quel a été ton quotidien de jeune aidante? Est-ce que tu avais l'impression déjà d'avoir une vie extraordinaire, pour reprendre l'extraterrestre de Florent? En fait, c'est que moi, tout s'est basculé d'un coup, parce que c'est arrivé au moment où je commençais à grandir, où je commençais à songer à devenir une adulte, en fait. Donc, en fait, tout s'est basculé à ce moment-là. C'est au lieu d'avoir un passage à l'âge adulte, une transition assez classique, ça a été tout d'un coup, genre, en fait, de 16 ans, j'ai pas eu 18 ans, j'en ai eu 55.
du jour au lendemain parce qu'on doit s'occuper de choses qui nous dépassent. Les comptes bancaires, c'est pas on commence avec le livret A, la première carte bancaire plafonnée à 300 balles. Non, non, là on est directement dans les chèques, on est tout de suite dans les mutuelles de services hospitaliers, d'auto-entreprise, que je savais même pas ce que c'était. Donc il y a vraiment ce passage-là. Mais en fait, pour moi, ça s'est fait assez naturellement parce que, moi, pour une petite anecdote, c'est un jour ma maman m'a demandé de l'amener à l'hôpital. Il faut savoir que ma mère était infirmière libérale, elle refusait de se faire traiter à Perpignan. Donc on est allé à Montpellier pour que les autres soignants... à Perpignan. Voilà, on habitait à Perpignan. Et en fait, elle voulait pas que les autres soignants soient au courant de ce qui lui arrivait. Donc là, on est vraiment dans un des cercles où on ne parle pas justement à soi-même de ce qu'on a. On allait à Montpellier et elle a voulu que j'organise toute la journée le périple à Montpellier. Donc on va prendre le bus à 1 euro. On avait le bus à 1 euro, c'est quand même la classe. On prend le bus, on va jusqu'au train, ok, on organise tout ça. Et moi, je trouvais ça rigolo parce qu'à l'époque, le bus, je le prenais tous les jours, c'était mon quotidien. Donc je partage ça avec ma maman, c'est super chouette. Et en même temps, je me disais qu'il y avait quelque chose de bizarre. En fait, j'organise ça, mais ça me paraît pas. C'est pas une sortie mère-fille normale, quoi. J'organise ça pour aller à l'hôpital quand même, pour aller faire des tests neuro, voir la neuropsy. Et là, ça commence un peu à basculer. Et après, au fur et à mesure, on m'a pas préservée. En fait, ma mère a voulu me préserver. J'ai su qu'à 22 ans qu'elle avait ce syndrome-là. Mais avant, il y a eu quand même toutes les phases où je devais m'occuper d'elle, etc. Je pensais juste qu'elle était dépressive. Mais du coup, j'ai été lancée là-dedans naturellement. Donc je me dis, ok, tu veux me préserver en me disant pas que tu as Alzheimer. Et en même temps, je rentre dans le sujet, dans le vif du sujet tout de suite. Donc quel a été le quotidien? Ça a été graduel. Ça a été, après on peut plus aller faire les cours, elle peut plus aller faire les cours seule, donc on y va à deux. Se téléphoner commençait à devenir compliqué, donc je dois venir de plus en plus souvent parce que j'étais partie à Lyon à 18 ans. Donc passer des séjours beaucoup plus longs, avoir des charges mentales, administratives beaucoup plus lourdes. Et en fait, ça s'est fait assez naturellement. Il faut le faire. Donc on se coupe totalement de nos émotions et on se dit même pas c'est pas normal, c'est ma mère, je dois le faire. On est toutes les deux, on est seules, on y va. C'est pas le chat qui allait signer les chèques. Donc là, tu habitais à Perpignan. Tu as quitté Perpignan pour aller à Lyon, pour venir à Lyon faire ta formation. Oui, pour être comédienne parce que c'est ce que je voulais faire. Ma mère était pas trop chaude au début et en fait elle m'a laissé faire quand même dans un premier temps, mais c'est vrai que on parlait des études, de l'impact sur les études. J'étais pas assez assidue, je faisais pas assez de tournages, on me convoquait pas assez, j'étais pas digne de confiance pour être sur les plannings, on me faisait pas faire les tournages, j'étais très très effacée. Même moi dans mon activité artistique, je me suis complètement effacée et là je la retrouve sincèrement depuis pas longtemps. Il a fallu que ces 10 années où je me suis occupée d'elle passent pour retrouver, pour apprendre à me connaître moi et être une fille de 26 ans. Parce que même là, aujourd'hui, j'ai 29 ans. Je ne sais pas ce que c'est être une jeune de 29 ans. J'apprends à me connaître aujourd'hui, quoi. On parlait beaucoup tout à l'heure en début d'après-midi de la reconnaissance et d'identification des jeunes aidants. Et de comment on définit finalement un jeune aidant. Est-ce que, alors je voudrais que tu apportes ta réponse, toi, quand tu es à Lyon, tu arrives à Lyon, tu quittes ta maman, je pense qu'il y a beaucoup de culpabilité aussi, tu pourrais nous en parler, mais tu arrives à Lyon, est-ce que tu considères que depuis Lyon jusqu'à Perpignan, tu as apporté de l'aide? Est-ce que tu penses que tu peux être définie comme jeune aidante? Alors déjà, moi je savais pas, on était sur l'étymologie tout à l'heure, les terminologies, être aidant, machin. On avait parlé avec une personne qui se reconnaîtra du terme subissant, justement. Et je l'ai su bien plus tard que j'étais aidante, je pense que vers la fin. Mais je pense qu'à distance, alors je m'en veux parce que je pense que j'aurais pu tout quitter pour revenir vers elle. Mais elle m'a tellement poussée à un moment donné à vivre ma vie que j'ai été aidante, même à distance. Je peux dire que je l'ai fait. Parce que téléphoner aux impôts et qu'ils ne te répondent pas 5 jours sur 7... on sait ce que c'est, mais je l'ai fait. Je l'ai fait à distance, j'ai tout rempli à distance, j'étais là quand même. Garder le contact. Garder le contact qui était compliqué parce que ça ne savait plus servir d'un téléphone. Mais après, quand elle était en institution, c'était plus simple parce qu'eux, ils me répondaient, ils me la passaient, bon, elle ne me répondait plus, mais bon. Le contact était quand même là et je pense, pour répondre à la question vraiment posée, on peut être aidant en étant à distance. Léa, même question sur ce quotidien que tu as vécu. Est-ce que tu peux nous en parler avec ton frère, cette enfance, cette adolescence qui, on l'a compris, a été difficile pour toi? Ça a pris pas mal de formes parce que c'est depuis que je suis née. Je suis née au moment où mes parents ont compris qu'Anton avait un trouble du développement, trouble neurologique. Donc c'est assez flou, il n'y a pas vraiment de diagnostic.
moi, petite, c'était pas du tout un problème parce que quand on est petit, on n'est pas encore suffisamment confronté, enfin suffisamment, on n'est pas encore vraiment confronté au regard de l'autre. Donc, et qu'on n'a pas forcément besoin de discussion et qu'on n'a pas, voilà, on peut jouer un petit peu plus facilement. Donc, je pense que c'est vraiment vers l'âge de 7-8 ans et de l'école primaire, où moi, j'allais dans une école et mon frère allait dans différents centres, parce qu'il n'a pas été placé en IME ou en centre machin, on l'accompagnait avant que j'aille à l'école à différents endroits. Donc, ça faisait des démarrages très tôt. On passait 1h30, 2 heures dans la voiture, quoi, grosso modo, avant que j'arrive moi à l'école. Donc voilà, je pense que j'étais à côté. J'accompagnais, j'étais là, quoi. Donc, mais je me rendais bien compte qu'on n'avait pas la même vie. Il n'était pas invité aux anniversaires. Je voulais pas inviter d'amis à la maison. Quand on jouait au parc, il avait un peu, il a toujours un peu, mais quand il était petit, c'était plus des problèmes d'équilibre. Donc moi, je voulais pas trop jouer avec lui parce que je voulais pas être assimilée à lui. Ce qui est dur aussi, ça c'est un sentiment dont on se rend compte sur le moment, mais c'est au-dessus de nous. Les enfants vont pas vouloir jouer avec nous si on est avec... Enfin, les enfants voulaient pas jouer avec moi quand j'étais avec mon frère. Donc j'allais jouer avec des enfants et je guettais de loin. Et s'il y avait un problème, il y a une anecdote assez marrante où j'étais une petite blondinette très mignonne et Anton a été bousculé par un enfant et j'ai débarqué en lui disant « Hé, mon frère a des problèmes d'équilibre, alors si tu fais pas attention, la prochaine fois, je t'explose. » Donc j'avais vraiment un truc très... Attention. Donc voilà, j'étais maternante, j'étais protectrice, j'étais un peu... Mais je savais pas comment bâtir une relation avec lui. C'était pas du tout, ça n'a jamais été apaisé en fait. Et puis ensuite l'adolescence, début de l'indépendance, qui a rimé avec moi pour vraiment prise d'indépendance, quoi. Je voulais pas rentrer après l'école et je me débrouillais pour dormir chez les amis. Donc c'est plutôt une fuite, quoi, et un éloignement. Et c'est là que vraiment j'ai commencé à me rendre compte du trop plein et du vide en fait. C'est que ça prenait toute la place à la maison. On n'était pas une famille qui avait des dîners tranquille, quoi. On pouvait pas papoter parce qu'Anton avait toujours besoin de ci, de ça, et que j'avais pas du tout envie d'être avec eux. On a partagé notre chambre très longtemps aussi, jusqu'à mes 15-16 ans. Donc ça, c'était assez lourd aussi, parce que pas d'intimité. Que notre frère ait un handicap ou pas, on a besoin à un certain moment d'une certaine intimité. On s'en sort toujours et on fait ce qu'on peut. Et il y a des familles qui partagent des petits appartements à beaucoup, mais c'est vrai qu'avoir ce manque d'intimité plus le handicap a été pesant. Je ne savais pas qui j'étais au milieu de tout ça. Leur vie me semblait trop problématique et je ne voulais pas en faire partie. Donc il y a eu une forme de... J'ai un peu donné mes parents à Anton, quoi. Pendant un moment, il y a eu cette espèce de coupure consciente de... Allez, genre je vous laisse, quoi. Donc C'était quand? À l'adolescence, c'est ça? Tu ouais. Définis à peu près ce... 14 ans. D'accord. Comme Quand ça. tu dis donner mes parents à Anton, ça veut dire que tu n'avais plus de relation avec tes parents? Non, ça veut dire que j'attendais plus rien d'eux. Donc Tu veux que je donne la parole à Florent, peut-être, qui va pouvoir compléter? Florent, alors ton histoire est un peu la même. Tu as toi aussi un grand frère. Est-ce que tu peux nous raconter ce que tu racontes dans ce livre qui est vraiment super? Mon frère est un extraterrestre, je vous le rappelle, où vraiment tu fais la vie, tu racontes votre histoire, vos difficultés, votre amour, je le disais, des frères jumeaux, de ta naissance et même un peu avant, jusqu'à maintenant presque, en tout cas jusqu'à ce que vous soyez grand. Comment tu définirais ce vécu, toi, avec ton grand frère? Il est extraordinaire dans le sens où, c'est le jeu de mots du titre, c'est en fait la vie de deux frères comme ça se passe dans beaucoup de familles, avec cette dimension un peu particulière qui est l'expérience du handicap au quotidien. Voilà, après les galères de Samuel, c'est au final les galères de beaucoup de jeunes. Simplement, le handicap accentue toutes les émotions et toutes les difficultés. Moi, ce qui m'a marqué, et c'est ce que tu as dit, Léa, très justement tout à l'heure, c'est le moment en fait où en tant
tant que deuxième de la famille, j'ai été invité quelque part à prendre la place de mon grand frère et à devenir l'aîné à sa place. Voilà, le moment où Samuel il a été exclu de l'éducation nationale parce que ça se passait mal en cours en CP. On l'a mis à la porte et il s'est retrouvé dans un EMP, un externat médico-pédagogique, avec d'autres enfants avec des troubles du comportement, avec des handicaps. Moi, j'avais 3 ans de moins que Samuel. Et puis d'un coup, je me suis retrouvé à apprendre à lire, à apprendre à écrire, à faire du vélo, à nager, enfin, voilà, tous ces apprentissages qui sont peut-être bateaux pour nous, mais qui pour mon grand frère étaient totalement impossibles. Et moi, ça se passait bien. Alors, rien d'exceptionnel, hein, je n'étais pas surdoué, mais voilà, j'arrivais à franchir ces différents paliers. Et du coup, de fait, j'ai pris un petit peu la place d'aîné. Et c'est moi qui ai fini par prendre soin de Samuel. Et du coup, ce basculement-là, je ne l'ai pas du tout intellectualisé. Il s'est fait parce que c'était notre vie. Et c'était comme ça. Et voilà, Samuel, il fallait prendre soin de lui. Je mets le mot il fallait, j'en sais rien s'il fallait. En tout cas, j'avais envie de prendre soin de lui parce que il était plus en difficulté sur certaines choses et qu'il avait une vulnérabilité qui était plus apparente que la mienne. Dans ton livre, dans ce que tu racontes, on sent et on le lit beaucoup ce sentiment de loyauté dont tu parles là, c'est-à-dire d'essayer de le garder près de toi dans ton évolution aussi. Le petit frère qui apprend à lire quand son grand frère n'y arrive pas, ça on l'entend beaucoup. Et d'ailleurs, à un moment, tu dis, ça va tellement loin que j'ai reproduit le handicap. Tu le racontes assez bien dans ce livre, à un moment où toi-même, tu commences à faire comme si tu étais autiste. Tu as un handicap, toi aussi. Tu l'expliques, ça? Ouais, c'est une petite anecdote à un moment dans le bouquin où je raconte qu'en allant à l'école, je m'inventais une petite boîterie personnelle pour avoir moi aussi mon petit truc à moi et pas être voilà, un enfant simplement. Comment tu l'expliques? Comme les autres. Comment? J'en sais rien. J'avais peut-être besoin moi aussi de porter une différence. C'est vrai que ça a été évoqué par plusieurs personnes depuis le début de ce colloque. On peut avoir tendance à vouloir s'effacer quand on a un proche malade ou handicapé dans la famille et à ne pas vouloir faire de vagues, à vouloir être un peu plus lisse, à ne pas vouloir en rajouter. Je sais que moi j'ai eu cette tendance-là. Voilà, c'était ma réalité à ce moment-là. Mais voilà, pour autant, j'avais besoin d'exister aussi. Et cette petite boîterie personnelle, c'était une façon d'exister. Juste, alors, je vais lire une phrase de ton livre que j'ai retenue et qui dit beaucoup de choses. Mon frère est un soleil, mais un soleil épuisant. Son énergie et son appétit de vivre sont tels que j'apprends à passer au second plan. Ça aussi, c'est assez marquant, je pense, dans la réalité des jeunes aidants. C'est d'essayer de faire le moins de vagues possible, comme tu le disais. Pourtant, puisqu'on parle du vécu, de votre vécu, tu étais dans des situations difficiles, parfois violentes aussi vis-à-vis de ton frère. Je me souviens de cette anecdote aussi où tu racontes que tu étais petit, hein, tu vois ton frère attraper le poisson dans l'aquarium et puis le découper en morceaux avec bon, c'est des moments où, alors évidemment il n'y a pas de violence contre toi, mais c'est aussi des moments difficiles, des chocs, et pourtant il faut ne rien dire, je suppose. Ouais, il faut il faut faire avec l'étrangeté. Moi, c'est vraiment un truc qui a marqué ma vie, c'est faire avec le mystère de l'autisme. Alors, voilà, moi, je parle pour le handicap qui est celui de Samuel, je ne sais pas pour d'autres, hein. Mais il y a une part d'énigme dans l'autisme, une part d'incompréhensible et en même temps voilà, d'humanité qui est là. On sait bien que c'est notre frère et on grandit avec lui, mais il y a cette barrière du handicap qui fait que on ne sait jamais vraiment ce qui se passe dans sa tête, on ne sait jamais vraiment ce qu'il y a derrière. Et Samuel avait beaucoup de mal à parler et à mettre des mots surtout sur ce qu'il ressentait comme émotion. Et du coup, beaucoup de choses qu'on vivait ensemble
C'était de l'expérience pure, mais on ne revenait pas dessus tous les deux sur ce qu'on vivait. On ne pouvait pas l'intellectualiser, en tout cas avec Samuel. Ça, c'était vraiment ce que je faisais avec ma sœur Hélène. Et dans ton témoignage, Léa, je retrouve pas mal de choses voilà, qu'ont vécu, enfin, qu'a vécu et ressenti ma sœur Hélène aussi. On a eu deux manières très différentes de vivre le handicap de Samuel. Mais moi, ça m'a fait du bien d'avoir Hélène et de pouvoir débriefer avec elle, à la fois sur Samuel et sur notre mère aussi, parce que c'était vraiment un sujet important et on avait l'impression que nous deux, on pouvait se comprendre, mais qu'autour de nous, bah voilà, on ne serait pas compris et ça ne servait pas à grand-chose de parler de ça parce que voilà, les gens auraient du mal à saisir ce qui se jouait. Alors certainement à tort, hein, parce qu'on on sait bien ici qu'on peut trouver du réconfort et du soutien autour, mais nous, on était dans une situation où voilà, ce qu'on vivait, c'était un peu notre secret, ça nous appartenait, c'était dur, c'était douloureux, mais c'était voilà, c'était notre vie et fallait qu'on se la coltine. Votre normalité finalement, pour reprendre un mot qui a été utilisé tout à l'heure, ta relation avec tes parents, est-ce que tu peux nous en parler? Quel regard tu portes sur cette relation que tu avais pendant toutes ces années, puisque Léa a commencé à nous parler de cette relation, hein, le fait qu'elle a été obligée psychologiquement de se mettre un peu à l'écart finalement. Toi, comment ça s'est passé? Comment tu juges finalement le... Il faut aussi signaler quand même que dans ces familles, souvent les parents sont séparés, divorcés, beaucoup en tout cas. Toi, tes parents sont restés soudés et tu le dis bien, hein, tu le montres dans ton livre aussi. Ouais, c'est une chance voilà, pour nous parce qu'on a pu compter sur des parents qui s'aimaient et qui sont restés très solidaires pour vivre voilà, les situations qui étaient parfois très compliquées avec Samuel. Moi, enfin déjà, la première chose, c'est quand même le handicap de ma mère a été très dur pour moi à accepter et j'en parlais au tout début avec le livre, la Piou et sa maman. Moi, ma mère, il y a un moment, je supportais plus ma mère, je supportais plus son handicap. Je trouvais ça, je comprenais pas pourquoi mon père il avait choisi cette mère-là. J'avais envie de changer de maman. Et je sais que c'est très cruel de dire ça, mais c'était vraiment mon sentiment. Elle parlait bizarrement, elle comprenait pas tout. Quand elle comprenait parfois de travers. Voilà, il y a eu une grande période d'incompréhension et de révolte. Alors en grandissant, j'ai compris que c'était pas à ma mère que j'en voulais, mais que c'était au handicap. Mais pour moi, ça a été très très dur voilà, de grandir avec une mère différente. Vous l'avez tous ressenti, ce rejet à un moment donné, Sophie? Mais complètement. Moi, j'avais l'impression que c'était plus ma mère, en fait, quoi. La personne qu'elle devenait via le prisme de cette maladie, ce n'était plus elle. J'avais l'impression de parler que vraiment, on avait une sorte de syndrome de Benjamin Button. On s'inversait les rôles et pour moi, c'était insupportable parce que j'avais pas grandi comme ça. J'avais grandi avec une femme forte, indépendante, qui m'a tout appris. Et puis là, du jour au lendemain, ça s'inverse totalement. Et moi, c'est pour ça, quand j'ai vu les chiffres aussi, les pourcentages des enfants qui ont des relations conflictuelles avec le parent, moi, j'en étais là, en fait. À ce moment-là, c'est devenu très, très conflictuel. Pareil, je ne supportais plus ma mère parce que ce n'était pas elle, en fait, pour moi, pour le coup. Léa? Moi, c'est par rapport aux parents aussi, mais moi, j'étais pas fâchée contre mon frère. Enfin, par rapport au handicap, je pense que j'ai toujours eu ce... Je lui excusais tout. J'étais fâchée un peu contre les autres, en fait. Je pense que j'étais fâchée contre le monde, quoi, qui ne le laissait pas, qui ne nous laissait pas exister en société. Mais en revanche, ce que tu dis sur le fait que tu as dit à ton père pourquoi tu as choisi cette mère-là. Moi, j'ai dit à ma mère que je comprenais pas ce qu'elle foutait encore avec mon père, alors qu'ils sont toujours ensemble et qu'ils vont très bien, parce que mon père, c'était le seul qui était explosif à la maison et qui laissait transparaître sa colère. Et ça, c'était... Enfin, et sa tension, parce que ça affecte les parents, évidemment, d'avoir un enfant handicapé. Donc, en tant que frère et sœur, on gère aussi la tension de nos parents, qui font de leur mieux quand ils en ont la capacité, quoi, pour nous épargner. Mais je trouve que ça, c'est aussi toute une dimension quand on s'inquiète. On s'inquiète pour eux et on
on est encore trop jeune pour savoir que c'est des êtres humains qui ont eu une vie avant d'avoir des enfants et qui ont des émotions et qui doivent avoir une vie ailleurs et qui doivent avoir une vie de couple et qui doivent avoir des amis et des temps solo, quoi. Et ouais, moi, j'ai été furieuse contre mon père parce que je pense que c'est celui, finalement, qui était le plus visiblement ému. Ma mère, c'était le rock, et mon père, ça... Oui. Et tu étais furieuse peut-être de ne pas pouvoir toi-même l'exprimer ou de ne pas vouloir, de ne pas oser, de ne pas en rajouter sur ce rock, parce qu'on sent quand même qu'il y a du rocher aussi en toi, là. Il y a de... Ouais, ça va beaucoup mieux maintenant. Comme quoi, ça change. Hein. Le temps fait vachement bien les choses. Mais non, mais je me replonge dans ces moments-là parce que de toute façon, je me serais jamais retrouvée à faire un podcast en rassemblant les voix de tellement de gens si ça n'avait pas été un gros bouillon. Donc, c'est sûr qu'il y a plein de choses à dire, mais je sais pas. Moi, je pense aussi que Blandine, tout à l'heure, a lu un extrait de choses que j'ai dites. Il n'y a pas que le handicap et il n'y a pas que la famille dans la vie. On est aussi ado, on a aussi des amis, on a aussi des crushs amoureux, on a aussi moi, j'étais nulle en cours. Enfin, il y avait plein de choses comme ça. Il y a plein d'autres choses, en fait, qui composent la vie d'un adolescent qui se construit aussi un avenir qu'il ne peut pas forcément délié de celui de son frère. Enfin, moi, nous, on est deux. Donc, mon frère vit encore avec mes parents. Je savais assez bien que même à l'époque, qu'il ne vivrait pas ailleurs. Donc, il y a aussi un peu ce truc on a envie de se construire. On a besoin de se construire seul. On a besoin de partir loin. On a besoin d'être nous. Mais en même temps, on sait très bien qu'il y a une forme d'épée de Damoclès, en fait, au-dessus, qui dit que non, tu n'es pas libre, en fait. Et je pense qu'une fois qu'on accepte ça, on trouve une grande liberté, en fait. Et on trouve beaucoup de plaisir à savourer sa vie à soi. Il y a une forme d'acceptation de la destinée, quoi. Je ne suis pas croyante, hein, mais il y a vraiment un truc c'est la résilience. Et c'est aussi une forme... Vous l'apprenez un peu tôt, en fait. On l'apprend tôt, mais c'est une manière de prendre le contrôle, du coup, sur des choses incontrôlables. On est né au milieu de tout ça, on n'a pas choisi, personne choisit sa vie. Et je pense que ouais, ces étapes sont hyper importantes pour réussir à vivre bien. Laurent ? Ça rejoint ce que disait Sophie tout à l'heure. On prend un coup de vieux très, très tôt, en fait, quand on est jeune aidant. On est amené à se poser des questions et on est confronté à des situations auxquelles on ne devrait pas être confronté à notre âge. Et du coup, c'est vrai qu'on grandit un petit peu plus vite, on gagne en maturité, ce qu'on perd aussi en innocence et parfois un peu en fraîcheur. Mais je ne parle pas pour toi, Sophie. je ne parle pas pour toi, mais on pourra en reparler après. Mais Florent, tu sais que tu as des talents d'humoriste. Et punchline là. On gagne aussi des petites antennes pour être sensible à ce qui se passe autour de nous et capter aussi peut-être la souffrance ou la différence. On est plus attentif au-delà du handicap, hein, vraiment bien au-delà, mais peut-être à ce que peuvent vivre les personnes autour de nous de parfois un petit peu douloureux. Je disais tout à l'heure, une personne sur 4, un jeune aidant sur 4 craque. Est-ce que vous avez craqué ? Pas encore. Pas encore ? Pas de moment de dépression, de difficulté ? Non, et ça m'étonne en fait. Léa ? Ouais. 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 Oui, tôt. Enfin, adolescence. Non, je pense que j'ai eu une première dépression à la vingtaine. Quand j'ai arrêté. Enfin, moi, je fumais beaucoup de weed. Ça anesthésie beaucoup. Mais c'est vrai, c'est un vrai fléau. Hein, et c'est un truc dans lequel on se réfugie beaucoup. Et en arrêtant de fumer, ce qui me permettait de tout anesthésier, il y a eu ça a été le début de la grosse chute. Donc ah mais tu parles de ce genre de craquage là ? Oui. Hein, ah bah bien sûr, en tant qu'artiste on est obligé. Hein. Mais je sais pas quand ça s'est manifesté pour vous, hein, enfin pour toi, mais moi je sais que ça a été au moment où j'ai su que personne pourrait m'aider. Dans mon entourage, mes amis proches, que ça allait être complexe. Là bah écoutez, tous les soirs j'étais au bar quoi. Et même jusqu'à il y a pas longtemps, là je me mets un truc, j'essaie de pouvoir boire la semaine quoi. Parce qu'après on s'enlise dedans un petit peu. Et c'est vrai que ça devient une facilité, on pense moins, on est moins lié à ça.
Bon, la fume, ça m'a jamais rien fait, donc j'ai lâché. J'ai allé vers plus fort. mais oui, quoi, à un moment, mais j'ai pas eu le vrai breakdown, la vraie déchirure, pas encore. Florent ? Oui, j'en parle dans le livre, j'ai eu ça, notamment au moment où je commençais à faire ma vie étudiante, à tracer ma route, à m'éloigner de Samuel, où il y avait aussi la vie amoureuse en question. Et du coup, l'avenir, voilà, mon avenir, l'avenir de mon frère, et dans quelle mesure les deux étaient liés. Donc ça a été un moment difficile, mais ça a aussi été rétrospectivement l'occasion de me poser les bonnes questions, de prendre le temps de réfléchir sur mon parcours à moi, sur celui de mon frère, et d'envisager l'avenir de manière peut-être un peu plus libre. À condition de réussir à dépasser ce moment-là. Et c'est vrai qu'il faut quand même le rappeler que beaucoup ont du mal à le dépasser et gardent ces souffrances aussi le reste de la vie. Léa, tu voulais rajouter quelque chose ? Je voulais juste dire que, en fait, je pense que c'est long et lent. C'est progressif. Il y a un état d'alerte, il y a une prise de conscience, il y a parfois des états de... Ouais, on a besoin de boire ou de fumer ou de prendre d'autres drogues ou de faire la fête. Il y a des phases qui ne sont pas forcément... Il y a des breakdowns qui sont silencieux, quoi. En fait, on ne sait pas encore qu'on est vraiment en train d'aller... De sombrer, mais ça se passe pas en 3 semaines, quoi. C'est long. Juste dernière question avant d'écouter le témoignage de Véro Kratzborn. Est-ce que vous avez, et puis je pense évidemment aux personnes présentes ici ou qui sont avec nous en streaming, qui sont peut-être des professionnels de la jeunesse, de l'aidance, du soin, est-ce que vous avez le souvenir d'avoir rencontré quelqu'un à l'école, à l'hôpital, en vacances, au centre social, qui vous ait demandé comment vous allez, vous, vraiment, qui ait pris en compte finalement votre situation de jeune aidant? Waouh! Waouh! Florent, Léa? Je m'en souviens pas très honnêtement. Après, je peux pas affirmer que ça n'a pas été le cas. Ça m'a pas marqué. Ça m'aurait fait certainement du bien de profiter de petits groupes comme ça de parole avec d'autres jeunes. Mais avoir simplement une discussion avec quelqu'un, peut-être de la famille en dehors, c'est forcément bénéfique. C'est vrai que quand on est dans le cadre du noyau familial, la parole, elle n'est pas libre. Donc, on ne peut pas vraiment dire tout ce qu'on a sur le cœur. Dès qu'on sort, ne serait-ce qu'un petit peu, avec, pourquoi pas, quelqu'un de la famille, mais un peu plus éloigné, ou carrément en dehors, c'est une libération de pouvoir mettre les mots qu'on a vraiment sur le cœur. Léa, Sophie? Chez les psychologues, ce qui vaut pour beaucoup, mais il y a quand même une étiquette soins et problèmes, donc c'est pas neutre, quoi. C'est pas laisser exister dans la vie. Ouais. Je pense que c'est arrivé plus tard et c'est mon compagnon actuel qui a vraiment creusé ce sujet-là et qui est assez génial avec mon frère, qui veut qu'on l'emmène en week-end, enfin qui m'accompagne vraiment sur plein de choses, et ça change tout, toute ma relation avec mon frère. J'ai 28 ans. Ça fait 3 ans et demi que je suis en couple. Enfin, et en 3 ans et demi, ça a vraiment radicalement changé. Mais il y a aussi un lieu que j'ai découvert aux États-Unis, et c'est en lien avec la résidence que j'ai faite, qui était un lieu qui rassemble des personnes avec et sans handicap autour de projets de cinéma et de théâtre. Et il n'y a pas de notion d'aidant, aidé, il n'y a pas d'animateur, il n'y a pas de campeur, il n'y a pas de tout ce qu'on veut. On s'appelle amis là-bas. Et c'est vraiment, on y tient, quoi. Et grosso modo, c'est un système de pairs. On est en binôme. Il y a une personne qui a un handicap mental. En général, c'est essentiellement des handicaps mentaux et physiques. Et grosso modo, on vit ensemble. On a un projet de comédie musicale qui est le tronc commun. Et on se fait des concerts, on va au resto. En binôme. On est en binôme, mais on vit tous ensemble. Il y a un binôme de... vous faites attention l'un à l'autre, quoi. Donc si la personne a besoin d'aide pour s'alimenter, pour manger, pour aller aux toilettes, pour s'habiller le matin, pour tout ce qu'on veut, on est en binôme. On dort dans des cabanes dans les arbres. Donc c'est un espèce de lieu complètement utopique où j'ai pu aller et où je me suis rendu compte qu'il était possible que mon frère dans le monde soit mon égal. J'étais pas au courant, en fait, que des gens
pouvait nous accueillir tous les deux sur un pied d'égalité, qui pouvait être autant à sa place que moi dans un lieu, et autant moi à ma place que lui dans un lieu qui pourrait être plus consacré aux personnes handicapées qu'à moi. Donc ça a été une prise de conscience déflagration. Oui, importante. Je vous propose d'écouter, je vous emmène avec moi à la rencontre de Vero Kratzborn. C'est la réalisatrice donc, du film La forêt de mon père. C'est son premier film à Vero, un film largement inspiré de sa propre adolescence, sorti en 2020, je le disais tout à l'heure en France, avec Léonie Souchot qui joue le rôle de la jeune ado, Ludivine Sagnier aussi, pour ceux qui la connaissent, qui joue le rôle de la mère incroyable, et Alban Lenoir, bien sûr, le père psychotique. Un film super. Je vous laisse découvrir notre rencontre et nos échanges avec donc Vero Kratzborn. Bonjour Véro, merci beaucoup de nous accorder un petit peu de ton temps aujourd'hui. Je voudrais poser une première question d'abord sur la motivation que tu as eue à écrire d'abord le scénario de ce film et puis le réaliser bien sûr. Quand et pourquoi tu as eu l'idée, l'envie aussi, puisqu'on sait que ce film, La forêt de mon père, c'est inspiré de ton histoire, de ton adolescence. Quand et pourquoi tu as eu envie, l'idée, le besoin de raconter un peu de ton histoire? Mais j'ai porté cette histoire en moi pendant très très longtemps et j'ai mis du temps à la coucher sur le papier sous forme de scénario. Je l'ai fait dans un atelier de formation à la FEMIS, qui est une grande école de cinéma. Et parce que dans le groupe que nous étions, donc nous étions 6, ça m'a beaucoup encouragée aussi de faire fiction. Enfin, je ne voulais pas raconter mon histoire telle qu'elle, de la donner de façon documentaire, et donc c'était important pour moi de l'écrire sous forme de fiction. Donc j'ai fait cet atelier pendant 1 an, et ensuite j'ai rencontré une productrice, et on a mis un certain temps avant de réunir le financement, parce que je me suis aperçue combien la question d'être un enfant de personnes en souffrance, qui vit avec une souffrance psychique, c'était méconnu. Et on me disait, mais le père, il n'est pas assez fou, il devrait faire ceci, mais pourquoi les enfants vivent ça? Donc, ça m'a donné aussi beaucoup d'interrogations et beaucoup de force de me dire, ben voilà, il faut parler de cette histoire, moi, depuis ma position d'enfant. Et donc ça, c'était vraiment quelque chose d'assez évident. Et alors, le film est sorti en 2020, tu es une adulte maintenant. Est-ce que tu penses que tu aurais pu sortir ce film, cette histoire, écrire plus tôt, avant, raconter avant ton histoire à toi? Je crois qu'il n'y avait pas trop de modèles de gens qui racontaient leur propre histoire. De mon temps, j'avais lu un article de Frédéric Van Leeuwen qui m'a rassurée, qui parlait des enfants de personnes qui vivaient avec des troubles. Avant, je pense que j'avais besoin encore de me construire en dehors de l'histoire de ce que j'avais vécu. J'avais l'impression aussi que j'étais seule. J'étais seule à avoir vécu cette histoire. Et c'est concomitamment à l'écriture du scénario que j'ai fait partie d'un groupe de parole de fils et de filles de l'UNAFAM dans le Val-de-Marne, où je me suis rendu compte que il y avait d'autres personnes qui avaient une histoire comme la mienne, différente, parce que chaque histoire a ses particularités. Mais je crois que j'ai mis du temps avant de comprendre que c'était important que les enfants d'hier parlent aux enfants d'aujourd'hui. C'est quelque chose que quelqu'un m'a dit dans un débat, et ça m'a énormément touchée. Je crois qu'il faut qu'on partage notre histoire quand on le sent aussi, quoi. Ça doit pas être une injonction de le faire. Qu'est-ce qui rend difficile finalement la prise de parole dans le moment vécu quand on est jeune aidant? On le voit aussi dans ton film, le personnage de Gina, qui est l'adolescente, hein, elle reste terriblement attachée à son père, elle reste loyale à lui, malgré des comportements qui sont assez imprévisibles, qui sont même parfois dangereux. Je pense notamment à ce moment où il oublie ses enfants en pleine forêt, en pleine nuit. On ne l'entend jamais parler de ce qui se passe, Gina. Elle n'en parle pas, elle, de ce qui se passe à la maison. Même avec son meilleur ami, d'ailleurs, ça reste un non-dit. Il n'y a aucun moment dans le film où tous les deux, on les voit parler, où elle raconte, où elle explique ce qui se passe au quotidien
dans la maison. Pourquoi, à ton avis, garde-t-elle le silence? Mais je crois que c'est ces histoires qu'on estime un peu non partageables, difficiles à partager. Et il faut avoir beaucoup de confiance en quelqu'un d'autre pour raconter ce qu'on vit d'aussi intime. Et puis d'autre part, parce que ce qu'on vit dans les familles, enfin dans n'importe quelle famille, on ne partage pas tout non plus. Et puis on se dit surtout, bah, c'est normal, j'ai toujours connu ça, ça se vit comme ça. Et si je dois me replonger en arrière et puis donner un peu ce caractère que j'ai donné aussi à Gina, c'est de se dire, bon, bah, si je le dis, qu'est-ce qui va m'arriver? Qu'est-ce qui va arriver au plus petit? Moi, je suis l'aînée de 5 enfants et je pensais beaucoup à mes petits frères et de me dire, il faut que je tienne. Voilà. Et puis, je voyais aussi ma mère qui se débattait avec des difficultés. Je ne voulais pas lui rajouter des soucis. Et je pense qu'il y a toutes ces facettes-là, on est au milieu de tout ça et on ne sait pas comment dire. Et dans le film, ce que j'essaie de montrer, c'est que quand il y a quelqu'un qui est accueillant, comme Nico, donc l'ami de Gina, et qui ramène le père non pas à sa maladie, mais dit voilà, c'est son père. Et bien du coup, à ce moment-là, elle peut lui faire confiance et elle peut commencer à parler de ce qu'elle vit. Mais il faut quelqu'un qui ait une oreille attentive et puis qui n'ait pas des injonctions de dire bah, tu devrais faire ça, tu devrais faire ça, tu devrais faire ça. Non, quelqu'un qui écoute. Et je pense que c'est pour ça qu'elle ne se sent pas écoutée et donc elle ne dit pas. Ouais. On est persuadés, nous, que pour être accompagné, pour être aidé, un jeune aidant dans sa famille doit pouvoir raconter ce qui se passe, pour sensibiliser aussi. Il se passe des choses difficiles parfois pour ces enfants. Ils sont témoins de choses pas toujours évidentes. Est-ce que tu dirais que Gina, c'est une jeune fille qui est en souffrance? Et si oui, de quoi elle souffre? Je sais pas si elle est en souffrance ou si elle est en questionnement. Elle a un fardeau qui est très lourd. Faut pas oublier que les maladies psychiques, c'est des maladies qui se voient pas. Enfin, c'est pas. Moi, j'ai une maman qui est en situation de handicap physique, donc son handicap se voit. Mais pour mon papa, c'est plus compliqué. Donc du coup, c'est pour ça que c'est compliqué de le dire. Moi, je crois aussi qu'on ne doit pas non plus limiter. J'ai un peu des fois des soucis avec le mot jeune aidant parce que ça réduirait le jeune à cette relation d'aidance qu'il a avec son parent. Or, un parent reste toujours un parent et c'est ce que mon film montre. Un père reste toujours un père. Donc, je crois qu'il faut surtout des moments de répit aussi, des moments où on peut faire pause, où on peut être un vrai adolescent, on peut faire des choses comme tous les adolescents, comme tous les enfants. Ça, je crois que c'est extrêmement important. Moi, j'ai eu beaucoup de personnes avec des bonnes intentions qui voulaient me faire parler tout le temps de mon histoire. Et finalement, je me suis rebellée contre ça à un moment donné de mon adolescence en disant, mais moi, j'en ai marre, je veux plus raconter que ça. Je veux aussi faire de la tarte aux pommes. Et j'ai eu la chance de rencontrer une psychologue scolaire qui m'a proposé d'en faire. Mais à un moment donné, je voulais faire autre chose qui ne soit pas lié à mon papa ou ma maman. Et je crois que ça, c'est important aussi de ne pas l'oublier. Ce sont des enfants et des adolescents comme les autres, avec des rêves, avec des envies et avec des conneries à faire aussi, des expériences à faire par eux-mêmes. Et ça, c'est très important, je crois. Et ces désirs-là, ces rêves, il faut les écouter. Ça veut dire que pendant ton enfance, tu avais quand même des oreilles à l'écoute de ton histoire? J'ai eu beaucoup d'oreilles. J'ai eu beaucoup d'oreilles à l'écoute de mon histoire et j'en ai une très particulière qui m'a énormément aidée. Donc, c'est cette psychologue scolaire dont j'ai parlé qui m'a proposé d'aller cueillir des pommes dans son jardin et de faire de la tarte aux pommes. J'en ai encore les larmes aux yeux quand j'y repense parce que j'ai pu faire quelque chose de simple de mes mains et finalement de vivre un moment très joyeux, très calme, très serein. Et je crois que l'écoute, c'est ça aussi, c'est de laisser vivre aux jeunes et à l'enfant des choses qu'il a besoin de vivre en dehors de sa famille, en dehors de son parent. Je crois que c'est super important aussi de savoir que ça existe.
Et lui permettre aussi de souffler. Alors, dans ton histoire, il y a aussi, surtout, des moments de dangerosité. On le voit bien dans le film, hein, ce papa qui prend le volant, qui emmène tout le monde en vacances, les 3 enfants et donc sa femme en vacances. Et il est pris d'une crise psychotique et il se met à appuyer sur l'accélérateur. Et ça devient, et on sent, hein, c'est un moment très, très fort, très lourd. Cette dangerosité, c'est important aussi pour toi d'en parler. Pourquoi? Est-ce que c'est difficile quand on est jeune, quand on est dans cette vie-là, de s'exprimer là-dessus, d'oser dire mon papa est dangereux? Je voulais pas exhiber ni édulcorer. En fait, je voulais pas exhiber la souffrance ni édulcorer la souffrance. Et ces moments de dangerosité, je crois qu'on a des antennes. Les enfants, comme tu l'as dit, sont aux premières loges dans la famille. Et quand ça arrive, on n'est pas préparé. Et c'est difficile de se dire aussi que quelqu'un qu'on aime et qu'on voit souffrir, parce que c'est la scène la plus proche de choses que j'ai vécues, puisse en arriver à là, et on se dit qu'on va trouver une solution. Et quand on en trouve une, on se dit bah ça marche, je vais m'en sortir et je vais y arriver la fois prochaine. Mais encore une fois, le fardeau peut être très lourd, et c'est toute la délicatesse à avoir avec ces situations-là, de aider, accompagner, écouter aussi. Moi, par exemple, pour sortir de cette situation, Gina, elle chante. Ben moi, j'ai une playlist papa. Et quand mon papa, il est assez loin, je lui fais écouter des chansons. C'est mon truc à moi. Et j'ai eu la chance d'avoir une infirmière à l'hôpital où est hospitalisé parfois mon papa, qui m'a dit mais passe-moi ta playlist papa. Donc ça, c'est des choses qui sont fortes. Mais la dangerosité, c'est pas que la dangerosité, c'est à certains moments. Enfin, je voulais juste dire ça aussi. Il y a beaucoup d'amour, et cet amour, j'en ai jamais manqué. Merci beaucoup, Véro, pour ce témoignage. Dernière question très rapide. Depuis la sortie du film 2020, est-ce que toi, tu as l'impression d'avoir posé un peu de ton fardeau? Je crois que le film m'a permis de faire pas mal d'échanges, de débats. Donc déjà avec beaucoup d'associations, d'avoir pu rencontrer notamment la Pause Brandy à Lyon, d'avoir pu voir qu'il y avait tout ce travail qui est fait. Et je trouve que ce qu'ils font, c'est assez formidable dans plein d'endroits de France. Mais là, je parle de la Pause Brandy parce qu'on est à Lyon. Et je crois que ça m'a fait chaud au cœur de savoir aussi qu'on pouvait échanger, parler. Je me souviens d'un garçon qui parlait jamais dans une projection dans un lycée, qui a dit simplement « J'aimerais qu'il y ait des gens dans ma classe comme Nico, l'ami de Gina, qui l'aide. » Et c'était dit avec beaucoup de pudeur. Et oui, ça décharge un peu le fardeau de se dire qu'on a fait ce film-là qui permet à des jeunes de parler. Et je suis assez contente de ça, ouais. Voilà, Véro Kratzborn. Oui, vous pouvez l'applaudir en direct ici à Lyon. C'est un beau témoignage, elle dit plein de choses. Véro, peut-être vous avez envie de réagir sur ces mots. Je retiens notamment ce sont des enfants comme les autres. Peut-être, est-ce que vous avez eu l'impression d'avoir une enfance comme les autres, malgré tout, Léa? J'ai eu une chouette enfance. J'avais des cousins qu'on allait voir. Enfin, l'enfance, elle était différente en comparaison avec les camarades de classe. Donc, De quoi tu aurais eu besoin si on te l'avait demandé? Rétrospectivement, c'est les espaces de discussion. Clairement, je pense qu'à l'école, il faut absolument qu'il y ait des espaces de discussion et qu'ils ne soient pas forcément modérés par des psychologues. Je pense qu'on peut aussi avoir un peu de bon sens dans la vie et poser des questions sur le quotidien et inviter les enfants à parler de choses qu'ils ont observées, de choses qui se passent. Et comme ça, on n'est pas obligé de parler du handicap seulement. On peut parler de toutes sortes de choses et le handicap va se glisser au milieu de tout ça. Je pense qu'il faut absolument ça. Je pense que ça passe par la culture aussi, la représentation de différentes manières d'être au monde, de différents corps, différents dans le sens d'une variété de manières de parler, de marcher, de danser, de tout ça.
Donc je pense clairement que ça passe par ça. Et je pense que ça passe par plus de classes qui soient. Enfin, l'idée que l'école n'est qu'instructive est une bêtise. C'est un lieu de sociabilisation. Donc, je pense que ça aurait été aussi génial si dans mon école, il y avait une classe avec des enfants handicapés, toutes sortes de handicaps qui ne suivaient pas forcément les mêmes classes, mais qu'on aurait croisé dans la cour de récré. Le fait que... Et grâce à tout ça, ça permet de changer le regard de gens qui ne sont pas concernés et de faire que quand on est dans le métro, on ne se prend pas des regards de travers, que quand on est au parc, on verrait des enfants en fauteuil. Enfin, voilà. Donc, je pense que ça passe par plein de micro-choses et j'aurais eu besoin de voir, en fait. Je ne sais pas si j'avais envie qu'on me parle. Je ne sais pas si j'avais vraiment... je prends beaucoup le relais. J'ai toujours pris le relais quand mes parents partir en week-end ou avoir des choses à faire. Dès l'enfance, adolescence, je restais pas mal avec mon frère, mais donc peut-être que sur le moment, ça m'embêtait parce que je préférais aller voir mes copines. Mais en fait, c'était bien. Je pense qu'il faut bien qu'il y ait des moments qu'on passe ensemble. Donc je ne sais pas ce dont j'aurais vraiment eu besoin en aide physique, quoi. Espace de parole, en tout cas. Mais espace de parole et plus voir clairement des personnes qui... Alors, ça existe avec les classes Ulysse, par exemple. Oui, mais il n'y en a pas assez. Le manque de moyens qu'on connaît, bien sûr, on ne va pas rentrer dans un débat. Mais Florent, est-ce que tu veux réagir aussi là-dessus? Oui, les espaces de parole là, dont tu parles, et à un moment, Véro l'évoquait aussi avec l'UNAFAM, c'est vrai que c'est un vrai cadeau qu'on peut faire aux jeunes aidants. Moi, je travaille pour l'OCH, l'Office chrétien des personnes handicapées, et on monte depuis une quinzaine d'années des journées pour les frères et sœurs. Et en 2015, on a lancé des journées pour les jeunes frères et sœurs à partir de 8 ans, de 8 à 15 ans. Et moi, j'animais ces temps-là. On l'a fait à Paris, à Rouen, à Marseille, à Clermont-Ferrand, enfin dans différentes villes. Et à chaque fois, moi, je suis impressionné par le bien que ça fait à ces jeunes enfants et la libération que c'est pour eux de se rendre compte à un moment donné qu'ils ne sont pas seuls à vivre le handicap au quotidien ou la maladie, et aussi à quel point, et tu l'as dit un petit peu, à quel point est-ce que ça fait du bien à un moment donné de prendre du temps pour soi, et pas forcément, comme le disait Véro, pas forcément pour parler de notre frère, de notre sœur, de nos parents, mais aussi pour faire une tarte aux pommes, par exemple. Voilà, simplement se retrouver pour avoir un temps pour soi. Sophie. La tarte aux pommes, moi, ça m'a flinguée. Oh non, mais c'est vrai, revenir à cet essentiel, en fait, à cette essence d'être, parce que là, on parle, moi, l'enfance, ça a été annulé, c'est une période annulée, parce que justement, je n'ai pas été l'enfant, à partir de 16 ans, je n'ai plus été l'enfant de quelqu'un, et même quand ma mère est décédée il y a 3 ans, j'ai même pas été l'enfant dans la famille, en fait. C'est genre, il faut pas le dire à ma grand-mère, c'est tu dois t'occuper des obsèques, tu t'occupes de tout, même pour être tutrice légale, c'est mes tantes qui devaient s'en charger, puis à la fin, bah non, en fait. Donc en fait, il y a une sorte d'annulation de l'enfance et de... Donc en fait, c'est comme si j'avais fait un blackout au niveau de l'enfance et justement, moi je suis d'accord avec vous, hein, il faut qu'on crée des espaces de parole. Même j'ai pensé à un autre truc, les espaces de parole entre nous. Je sais pas, là on fait les cafés des aidants, bon il y en a très peu qui y vont, hein, ou des fois ça marche pas toujours. Voilà, tu vois. Mais l'apéro, je suis d'accord avec toi. L'apéro des aidants. Mais par exemple, je sais pas, emménager des espaces dans les écoles ou un petit coin de buvette où il y a des gens qui ont envie de parler et on s'y retrouve de façon presque anonyme, genre ben bien on discute. Parce que des fois aller chez le psy, enfin je pense que ça a changé aujourd'hui, mais aller chez la conseillère d'orientation, ça a une connotation et aller, tu vas parler de ton problème. Mais est-ce que j'ai envie de parler de mon problème? Est-ce que j'ai pas juste envie de parler d'autre chose? Et comme vous le proposez dans votre festival, la pause brindille, genre allez, on pimpe un petit peu notre quotidien, quoi. On va faire des cours de ça, des blind tests, vraiment s'autoriser ces plateformes de répit, quoi. Ouais. Ça colle à la peau, le fait d'avoir été jeune aidant. Ce sera ma dernière question avant d'accueillir à nouveau Axel sur scène. Ça colle à la peau. Comment ça se traduit aujourd'hui dans ce que vous êtes aujourd'hui, finalement, de toute cette vie d'aidant, frère? Oui, moi je l'ai dit là, juste avant, je travaille pour l'OCH, je suis engagé sur des temps pour les frères et sœurs, pour les enfants qui grandissent aussi avec un parent malade ou handicapé.
Voilà, je Vous travaille. avez témoigné aussi beaucoup avec ton frère. Exactement, donc je peux difficilement dire que ça colle pas à la peau. Ça fait partie de ma vie aujourd'hui, mais je suis content de pouvoir essayer d'apporter un petit quelque chose à des jeunes qui peuvent être dans des situations compliquées et lourdes. Voilà, avec le recul qu'est le mien, si ça peut être utile et si ça peut donner un petit coup de pouce, tant mieux. Voilà, moi, je ne sais pas pour vous deux, mais il y a un petit côté, comme si on avait reçu une petite mission et qu'on y répond librement. Attention, on n'est pas obligé du tout de se lancer là-dedans, loin de là. Mais voilà, moi, je suis content en tout cas d'accompagner d'autres personnes et de les aider à faire un petit bout de chemin. Sophie, on y répond librement à cette mission? Moi, j'ai répondu sans réfléchir, j'y suis allée directement. Alors, je suis d'accord avec toi, on n'est pas obligé, mais après, je pense que ça dépend des cas. Quand on nous l'impose un petit peu, il faut y aller. Enfin, moi, dans mon cas, j'y suis allée sans me poser la question. Je ne pouvais pas lâcher, abandonner le truc. Et bien sûr, ça colle à la peau. Ça a été dit tout à l'heure par les professionnels que, pour ceux qui en parlent le moins, ensuite, on devient des sortes d'aidants permanents. La preuve, tu mènes ces actions-là, tu fais le podcast. Moi, avec le spectacle, je fais les semaines bleues. Demain, je pars en Bretagne, après je serai à Lille, hier j'étais à Bourg-les-Valences, pour justement libérer la parole et inciter les gens à parler. Et dans les groupes de potes, je suis la psy, celle qui écoute, et j'adore, parce que en fait, on en parlait tout à l'heure à la pause déjeuner, quand on est aidant, on a même l'impression qu'on ne sait que faire ça. Ça colle à la peau en fait. Ça devient un peu notre métier. Et je le disais aussi sur Simone Média, on devient des aidants permanents alors qu'on nous a rien demandé. On va aller chercher à boire à nos collègues en soirée. On va tenir la porte, tenir les cheveux. Servir à boire des verres d'eau aussi. Ouais, d'accord, toi aussi. C'est normal, ça colle à la peau. Ouais, ça colle à la peau, clairement. Réfléchis à ce que tu peux faire après, décaler. Ouais. Mais c'est dans les tiroirs secrets. C'est dans les tiroirs. Mais ça colle à la peau, oui. Enfin, professionnellement, voilà. Socialement, il y a un écrémage amical qui se fait aussi un peu naturellement. Les amours, c'est pareil, c'est le crash test direct. Le choix du lieu de vie. Moi, aujourd'hui, je ne peux plus m'imaginer bouger loin, par exemple. Genre, c'est plus possible parce que je vois à quel point ils ont besoin de moi. Et que j'ai besoin d'eux aussi. C'est dans les deux sens. Je suis pas du tout. Ouais. Donc oui, ça colle à la peau, mais ça devient agréable avec le temps. Merci beaucoup à tous les trois pour ce témoignage. Restez là 2 minutes. Je vais demander à Axel de venir. Tiens, je t'emprunte ton micro. Je vais demander à Axel de venir. Tiens, regarde, on va même. Tu vas t'asseoir avec nous, je t'en prie. Approche un petit peu. On a beaucoup parlé du vécu des jeunes aidants. Je voudrais donner la parole pour terminer cette table ronde. Évidemment, à la pause brindille, vous avez très souvent des témoignages de jeunes dans différentes situations. Vous y répondez comment? Parce qu'on l'entend bien, hein, ils attendent quelque chose, ils ont besoin de réponses. Déjà, moi, je suis toujours aussi émue, en fait. Pourtant, c'est mon quotidien. Donc, j'y réponds pas tout de suite. Généralement, j'attends un peu que ça passe. Et surtout, on y répond, c'est ce que je disais tout à l'heure aussi en introduction, on y répond collectivement. Avec les jeunes eux-mêmes. C'est vrai qu'on n'invente rien et je pense que c'est pour ça que, tous les projets qu'on a en cours répondent aux besoins qu'on a entendus, donc ça va. On va pouvoir faire les budgets, Delphine. Voilà, on répond aux besoins qu'on entend et donc on travaille et sur la question du besoin d'écoute, du besoin d'échanger. Par exemple, nous, au début, c'est notre service d'écoute, Brin d'écoute, est venu après le confinement, enfin pendant le confinement. Il a été évident, en fait, ce besoin d'écoute. Et on s'est dit, assez naïvement, on va faire ça avec des psys. Et les jeunes, ils nous ont dit, mais ça va pas, non? Des psys? Non, si vous mettez des psys, désolée Hélène, mais c'est vraiment la réponse qu'ils nous ont donnée. Non, en fait, si vous mettez des psys, on n'appellera pas. Ça nous a arrangé parce qu'en fait, on n'avait pas non plus les moyens de mettre des psys. Donc, et donc, ce sont des jeunes qui écoutent des jeunes. Alors, pas forcément des jeunes aidants, en tout cas des jeunes formés, des jeunes du même âge. Et c'est vrai qu'on est sorti de cette question de l'expertise. Voilà, effectivement, tout le monde peut mettre une main sur l'épaule et tout le monde peut écouter. En fait, tout le monde peut être solidaire, donner de son cœur. Et c'est déjà ça la première des réponses. Vous avez tous les trois exprimé le besoin de lieux de parole.
Nous, on a un projet qu'on vient de démarrer là qui s'appelle Ambassade, qui est tout simple en fait, c'est de mettre ces lieux de parole au sein même des établissements scolaires, des lieux qui vont être tenus par d'autres jeunes, avec bien sûr des salariés, des personnes en service civique aussi de la Pause Brindille en référent, mais pour que les jeunes viennent là, à l'heure du repas, après la pause, au CDI, dans un coin, quelque part, et juste échanger. Alors, échanger sur ce qu'ils veulent, sur leurs questions de jeunes aidants s'ils le veulent, mais aussi, on a plein de questions qui nous arrivent. Ce sont des jeunes avant tout, donc ils ont des histoires d'amour, ils ont des histoires LGBT, ils ont des histoires de ras-le-bol des parents, ils ont toutes les mêmes questions que les autres. Et donc, c'est vraiment un endroit où on vient poser, et bien sûr, ce sont des familles avec des personnes malades, des personnes handicapées, donc ça vient toujours. Mais c'est comme dans nos brins de partage, et je ne veux pas tourner le dos à mes collègues quand même. Voilà, on n'est pas obligé d'en parler. Ce qu'elles disent souvent, c'est une expression très simple, c'est OK. Les brins de partage. Okay. Les brins de partage, ce sont les temps conviviaux qu'on organise tous les mois à Lyon pour les 3 tranches d'âge, enfants, ados et jeunes adultes. Donc ce projet Ambassade, il résonne vraiment et je pense que voilà, c'est une bonne réponse. Il y a quelque chose dont on n'a pas du tout parlé ici, donc je pense qu'on aura une deuxième édition des rencontres de la jeunesse aidante, c'est la question de la précarité. Jeune aidance et précarité. On le sait tous, avoir des difficultés financières, ça amplifie les problèmes. Et quand on a du handicap dans la famille, des maladies chroniques, invalidantes, voilà, ça ajoute à la précarité. Et on a juste parlé du boulot que les jeunes aidants pouvaient faire en plus pour amener des sous à des parents qui, par exemple, sont empêchés eux-mêmes de travailler. Et c'est vrai que cette question de la pauvreté, appelons un chat, ouais, c'est quelque chose qui, à mon sens, est super important à investiguer aussi, qui n'est pas du tout assez évoqué. Et nous, on crée en ce moment un projet qui est très important, qui s'appelle Mon Horizon, pour les jeunes qui ont dû abandonner leur propre horizon personnel, professionnel, estudiantin, pour s'occuper de leurs proches, ou de leurs proches avec un S, parce que parfois ils s'occupent de plusieurs personnes. Et voilà, ça c'est aussi une réponse qui est importante. Après, faire communauté, je suis super heureuse parce que vous l'avez dit plusieurs fois dans les 2 tables rondes. Évidemment, faire communauté, c'est l'histoire, c'est l'ADN de la Pause Brindille, le réseau des jeunes aidants. Il y a un S, je me suis énervée tout à l'heure toute seule parce qu'on a mis le logo, mais on sait écrire en fait, jeunes aidants au pluriel. Bon, il n'y a que moi qui l'ai vu, je pense, mais bref. Ah oui, c'est vrai. On a mis le logo un peu trop à droite. Je rigole. Qu'est-ce que je disais ? De quoi je parlais ? La communauté, faire merci à ceux qui suivent. Voilà, faire communauté, le sentiment soutenant d'appartenance. En fait, voilà, les jeunes aidants, ils se sentent tout seuls, tous. Je crois qu'on l'a entendu toute l'après-midi. Ils ont tous l'impression qu'ils sont tout seuls à vivre le truc, alors qu'ils sont quand même presque 1 million. Donc, il va falloir qu'on en parle et qu'eux-mêmes réussissent à prendre la parole. Véro l'a très bien dit. Les adultes d'aujourd'hui doivent parler aux jeunes. Les adultes doivent parler aux jeunes d'aujourd'hui. Voilà. D'où la présence sur les réseaux sociaux, notamment de l'association. Je voudrais laisser le temps aussi un peu. Tu voulais rajouter quelque chose ? Non, j'ai trop parlé. Je voudrais laisser sur les réseaux sociaux et notamment TikTok, qui est pour les jeunes une communauté très importante. Je voudrais laisser le temps de quelques questions-réponses, même si je n'ai pas réussi à rattraper le retard qu'on avait pris au démarrage, mais j'en ai pas pris plus, ce qui est déjà bien. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle que vous souhaitez poser à nos 3 intervenants ? Oui, on va vous apporter peut-être, voilà, on va vous apporter le micro. Bonjour, on va pouvoir en prendre quelques-unes. Oui, bonjour, Jean-Baptiste Hubon. Je me demande ce que je fais ici. Et je me dis, c'est tout de même incroyable parce que vous auriez pu me foutre dehors. Parce que je ne suis pas aidant, je suis aidé. J'ai des aides dans la famille. En tant que père de famille, il y a mes 3 fils
qui m'aide, il y a ma femme, c'est super, mais donc j'ai entendu des trucs assez lourds sur les aider. Et là, je me suis dit, oh, ben, je vais sortir. Justement, alors vous aviez une question? Non, mais attendez, j'ai pas fini. D'accord, allez-y. Ça va aller vite. Mais après, en tant que psychologue, je suis désolé, c'est mon métier, je me suis dit que c'était très intéressant d'être ici. Et j'en suis heureux. Parce que j'ai pu voir les deux côtés, aidant, aider. Et il y a un dénominateur commun que j'ai trouvé qui m'a sauté aux yeux en vous écoutant sur la personne handicapée qui a réussi à sa vie, qui est heureuse, qui fait vivre des personnes et des aidants, des jeunes aidants qui ont réussi à vivre et qui sont heureux, quel que soit le handicap. Et ce dénominateur, c'est la mentalisation, c'est-à-dire l'aisance pour dire les choses. Ouais. Parce que dans tous les orateurs, et je suis très attentif, il n'y a eu aucun titre de langage qui m'énerve beaucoup trop, au point les là, on a eu pas un. Et je crois que c'est ça. Outre les émotions qu'on a su accueillir, travailler, c'est la capacité de dire, de mettre des paroles. Très bien, merci beaucoup pour ce qui ressemble à un rapport d'étonnement. Mais on va laisser le temps au rapport d'étonnement dans un instant. Merci beaucoup parce que je crois que les rencontres de la jeunesse aidante, c'est la première édition. L'objectif, c'était vraiment de parler des jeunes aidants, aux jeunes aidants, bien sûr, mais pas que, aussi aux professionnels et notamment aux psychologues. On a été sympa avec vous quand même, malgré tout. Et aussi aux aidés, parce que pour la reconnaissance des jeunes aidants, il faut aussi, je crois que ça a été abordé au tout début, il faut aussi que les aidés se reconnaissent en tant que malades. Est-ce qu'il y a une question? Oui, là-haut, je crois. Bonjour. Bonjour, Sarah Guipouy, je suis psychologue pour l'ARSLA, une association de soutien aux personnes atteintes de Charcot, la maladie de Charcot, et donc soutien aussi aux aidants. Et donc l'association a voulu monter l'an dernier à titre expérimental des groupes de parole pour les jeunes aidants. Et ces groupes étaient animés par des psychologues. Il se trouve que les quelques jeunes qui ont pu participer ont été contents d'échanger entre eux, mais a priori, l'animation par des psychologues n'était pas forcément un apport. Voilà, je rejoins ce qui a été dit, très, très pertinent. Et donc, voilà, je prends note de toutes les réflexions d'aujourd'hui, pour aussi contribuer à la réflexion en cours justement au sein de l'association sur la pérennisation ou pas du dispositif. Mais la question que je voulais vous poser, c'est que donc les personnes de l'association ont beaucoup de mal, donc les responsables plus particulièrement, à toucher donc ce public des jeunes aidants pour savoir s'il y aurait des besoins. Et en fait, ce qu'ils disent aussi, ces responsables, c'est que les parents sont eux-mêmes parfois des freins
dans la mesure où ils craignent manifestement de laisser finalement leurs enfants évoquer la situation dans un cadre extérieur. Et donc voilà, est-ce que quelqu'un aurait un éclairage à apporter sur ce point-là? En effet, il faudrait faire une table ronde avec les parents. Je crois que ça sera intéressant sur la prochaine édition, mais Axel, tu vas probablement pouvoir répondre. Qu'est-ce qu'on a fait du micro? Voilà, merci beaucoup Léa. Alors, c'est quelque chose qu'on a vraiment connu sur le podcast. Ça a été très difficile de trouver des témoins, des jeunes témoins. Donc, le podcast Bien caché, c'est moins de 13 ans. Podcast des enfants aidants, on a eu beaucoup de mal. Donc, il a été réalisé par une personne qui vit les danses, puisque le père de sa fille est tombé dans une totale dépendance 3 jours avant son accouchement. Et donc, elle connaît parfaitement le grand handicap. Et même dans sa propre association, en fait, dans l'association du handicap de son compagnon, personne n'a voulu parler. Personne n'a voulu parler. Et elle a rencontré une autre difficulté, c'était cette fameuse précarité, en fait, dont on parlait. C'est-à-dire que plus elle allait dans des couches économiquement en difficulté, moins les gens voulaient parler. Parce qu'en fait, là, la pudeur dont on parlait tout à l'heure, la question de la dignité, elle est vraiment mise en question. Et nous, on a fait entendre les voix qu'on a pu recueillir. Et donc, voilà, c'est pour ça qu'il faut vraiment qu'on pense qu'il y a des personnes qui sont multitouchées, quoi. Voilà, qui cumulent un petit peu les difficultés. Et après, voilà, nous, comment on réussit, par exemple, à toucher les jeunes aidants? C'est en touchant tous les jeunes aidants de toutes les pathologies et en parlant de plein d'autres choses, les frères et sœurs, les enfants d'eux, les jeunes compagnons, etc. C'est en étant le plus large possible qu'on réussit et on ne fait que ça. Et ça nous a pris 3 ans, ça a été très long. Aujourd'hui, on en parle un petit peu des jeunes aidants, mais voilà, ça n'a pas été simple au départ. Et on a commencé dans une ville de la banlieue lyonnaise qui est très précarisée, on n'a touché personne. Voilà. Donc, c'est un grand sujet. En tout cas, les jeunes, j'espère qu'ils viendront à nos brins de partage et à notre festival. Voilà. Bienvenue. On reçoit en tout cas l'information, oui, sur ce que vous mettez en place ici à Lyon. Autre question ici à Lyon, je vais me permettre d'en lire quelques-unes. Bon, on a beaucoup de félicitations pour l'ensemble de l'événement sur le chat, je me permets de le dire. On nous parle aussi de ces jeunes qui sont trop affectés, tellement trop affectés qu'ils ne peuvent même plus aider. Et eux, comment on les considère? Est-ce qu'ils sont des jeunes aidants puisqu'ils ne peuvent même plus aider? Donc il y a des vrais sujets qui sont abordés là. Pour la plupart, on voit quand même un certain éloignement avec les parents. Est-ce que vous pensez que c'est une étape obligatoire pour se construire? Tiens, je vous donne la parole. Léa. Ah oui. Pour moi, oui, mais je pense que ça aurait pu être le cas sans handicap. Je pense que ça dépend vraiment des personnalités, des uns et des autres, mais je pense que naturellement, il y a toujours un moment d'émancipation, quoi. On a besoin d'apprendre à penser par nous-mêmes, on a besoin d'arrêter de demander conseil, d'avoir l'aval de nos parents, ça dépend de la pression qu'ils nous mettent aussi. Donc ça, je pense que c'est à décorréler du handicap. Ça peut être exacerbé quand il y a handicap, mais je pense que c'est à décorréler parce qu'on est encore des gens qui peuvent être considérés en dehors de ça. Mais je voulais juste dire un truc par rapport au fait que des parents peuvent refuser. Enfin, c'était par rapport à la question précédente. Je peux. Les parents. Ouais, c'est que je pense que les parents font tellement d'efforts déjà que le fait de mettre des mots et de pouvoir potentiellement être mis face aux choses qu'ils n'ont pas faites, c'est trop violent, c'est trop en fait, c'est trop dur. Et peut-être que il y a ce réflexe de vouloir protéger ces autres enfants, ceux qui vont bien, ceux qui sont sains, ceux qui sont tout ce qu'on veut. On se dit que on a déjà un enfant malade ou handicapé, ça peut pas être les deux. Enfin, donc il y a une forme de peut-être un moyen de préserver les plus jeunes en se disant si on leur dit pas, ils s'en rendront pas compte ou ils s'en rendront compte plus tard, ou peut-être que moi mon enfant ça lui fera rien. Mais je pense que c'est essentiellement au-delà de la pudeur lié au fait qu'ils sont seuls et que mettre des mots sur la réalité de leur quotidien va pas forcément apporter des solutions. Donc peut-être qu'en taisant, voilà, il y a déjà suffisamment de choses à gérer, voilà, et que ça dépasse. Ouais.
Je continue. Est-ce qu'il y a une autre question dans la salle? Je vois alors une remarque très belle remarque et très bonne question qui nous dit de très belles interventions, notamment sur la santé des jeunes proches ou jeunes aidants. Qui prend en charge la santé de ce que vivent ces jeunes? C'est une question. Qui? Mais qui alors? Eh bien, Nobody. voilà. Très bien, la réponse est apportée. Et Question ici. Est-ce que vous avez le micro? Oui. Oui, et puis je vais rebondir parce que moi je suis infirmière et je travaille dans le milieu de la précarité. Donc ça fait double, voilà. Je vous ai connu via les réseaux sociaux. J'ai moi-même été aidante plus jeune. Et en fait, je serais ravie de pouvoir collaborer avec vous sur ce travail que vous faites. Parce que dans les centres d'hébergement où je travaille, j'ai énormément de jeunes aidants. Que ce soit avec la barrière de la langue, avec beaucoup de situations de handicap, beaucoup de problèmes d'addiction, de psychiatrie. Et voilà, donc j'espère qu'on pourra prendre contact et faire quelque chose parce que je pense qu'il y a vraiment un truc à mutualiser. Et donc moi, j'essaye de prendre soin de la santé de ces jeunes aidants en les déchargeant. Voilà. Bravo, bravo. Nathalie sur le chat nous dit merci pour ces échanges et pour l'espoir que vous apportez. Comment accompagner ce mouvement sur d'autres territoires, notamment les DOM-TOM? Là, on va participer à l'essaimage des programmes. Tu veux dire quelque chose, Axel, là-dessus pour répondre? On est tout jeune, hein. Donc déjà, laissez-nous grandir aussi. Non, bien sûr que ce qu'on fait, on le teste, on l'expérimente le plus rapidement possible pour pouvoir ensuite les s'aimer. On va travailler à la stratégie. Comment on peut faire ça? Vous savez quelles sont les difficultés financières des associations aujourd'hui, hein. Donc pour s'aimer, il faut des moyens. Il y a une stratégie Agir pour les aidants, mais il n'y avait pas jusque-là de moyens. Donc on va voir ce qu'il en est aujourd'hui, enfin ce qu'il en sera demain peut-être. On va tout faire pour trouver comment s'aimer. Et c'est pour ça qu'on a une valeur à la Pause Brindille qui est la simplicité. Essayer de créer des projets qui soient simples, peu coûteux et donc transposables assez facilement dans d'autres structures. Voilà. Et c'est pour ça aussi qu'on repose sur les pairs. C'est aussi pour des raisons économiques. Et voilà. Donc les DOM-TOM, bien sûr que ça fait partie des... En fait, tous les territoires sont touchés, voilà, donc partout. Contactez Axel Anderlé, elle pourra vous répondre. Dernière peut-être question, oui. Hélène Daftian. Je me demandais en fait à la Pause Brindille si vous receviez des submergés. Parce qu'en fait, je pense que la question psy ou pas psy, c'est peut-être là qu'elle se pose. Voilà. Enfin, je n'ai pas de réponse en disant ça, mais voilà. Alors moi, j'ai été très touchée déjà par le fait que cette affirmation, ce combat, les mineurs ne doivent pas être les piliers du système de santé. C'est très touchant et c'est très fort et on est totalement convaincus par ça. On travaille le plus possible avec les hôpitaux psychiatriques. Depuis le début, on sait que, évidemment, ce sont les jeunes les plus touchés. Il y a la stigmatisation. En addiction, c'est pareil. Ce sont les jeunes qui parlent le moins et qui, en plus, se reconnaissent le moins comme aidants parce qu'ils nous le disent bien simplement. Comment pouvoir dire que j'aide mon père qui est alcoolique ou j'aide mon père qui est schizophrène? C'est pas moi qui peut l'aider. C'est le malade lui-même qui peut aider, les traitements, etc. C'est très difficile de toucher les submergés. Les submergés, par définition, ils n'ont pas le temps de venir, en fait. Et c'est pour ça qu'on fait tout ce travail sur les réseaux sociaux. C'est pour ça qu'on a énormément d'énergie qui est mise dans ce développement digital, en fait. C'est qu'on se dit, ceux-là, ils seront au moins sur leur smartphone. Et demain, on a le souhait de créer une communauté importante pour pouvoir créer des forums de discussion, d'échange et d'entraide en digital. Mais pour l'instant, évidemment, la réponse est, à notre grand regret, non. Voilà, on n'a pas à les submerger encore à la Pause Brindille et on le sait. Et donc, on y pense tout le temps. Et pourtant, on est dans une démarche d'aller vers, on va vers eux, mais ils sont bien cachés. Voilà pour ce temps d'échange. On doit arrêter là puisqu'on va prendre trop de retard sinon. Merci à tous les trois